Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je vous fais une petite intro du jardin, en direct du jardin, histoire de changer un peu de cadre. Je vous prends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale sur l'allaitement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur ce thème là, en particulier parce que voilà, vous vous posez pas mal de questions, etc. Et comme je suis en plein dedans, je vais pouvoir un peu vous partager mon expérience et voilà, mes astuces, les produits que j'utilise, mes indispensables, etc. Je vous ai préparé une vidéo du coup qui sera avec différents chapitres, comme ça ça vous évite, si vous ne souhaitez pas écouter la vidéo entièrement, directement aller au chapitre qui vous concerne. Donc je vous donnerai, il y en a 5 je crois ou 6 au total, donc je vous les donnerai directement, comme ça vous savez sur quel chapitre est-ce que vous souhaitez vous arrêter et visionner. Voilà, hein, donc je vais aller me poser à l'intérieur et je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous parler, franchement, je vais essayer de vous parler d'allaitement de A à Z, du début, c'est-à-dire après l'accouchement, jusque la finalité, et faire un petit bilan avec vous sur l'ensemble du processus de l'allaitement. Enfin bref, comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire si ce n'est pas fait. Comme d'habitude aussi, un petit pouce, ça fait pas de mal et moi ça me permet de faire évoluer et grandir ma chaîne. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les laisser en commentaire. Allez, c'est parti, on y va. Je vais me poser et on va répondre à toutes les questions. Bon allez, ça y est, je me suis posée. Du coup, je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier et j'espère ne rien oublier. J'espère ne pas oublier quoi que ce soit. Du coup, je vais vous donner les... Je vous ai dit combien? Il y a 6. Il y a 6 points au total. Je vais vous les énumérer. Et ensuite, comme ça, vous savez directement de quoi est-ce que la vidéo va traiter et les différents points que je vais aborder. Donc, le premier point dont je vais vous parler, c'est les essentiels pour l'allaitement. Voilà, tout ce dont, selon moi, on a besoin pour allaiter et préparer l'allaitement au mieux. Ensuite, je vais vous parler de la montée de lait. Ensuite, je vais vous parler de la partie, j'appelle ça la régule. C'est le moment où la montée de lait s'arrête et que voilà, ça se régule et que vous avez ensuite la production de lait qui est régulée. Ensuite, je vais vous parler du tire-lait aussi, qui est très important. En partie 5, j'ai noté ostéopathe parce que peu de gens le savent, mais l'allaitement ça peut aussi être accompagné par un ostéopathe. Je vous expliquerai plus en détail, vous allez mieux comprendre après. Et j'ai noté en partie 6 la conclusion avec les points positifs et les points négatifs de l'allaitement. Donc voilà les différentes parties dont je vais vous parler. Donc on va tout de suite enchaîner avec mes essentiels pour l'allaitement. Et je vais aussi en parallèle à chaque fois essayer de vous donner mon expérience personnelle à moi et ce que moi j'ai pensé, ce que j'ai vécu en tout cas en fonction des différentes parties. Donc pour les essentiels de l'allaitement, j'ai pris avec moi d'ailleurs quelques-uns pour pouvoir vous montrer. Dans un premier temps, il vous faut, et ça il faudra même les apporter avec vous à l'hôpital, les coussinets d'allaitement. Qu'est-ce que c'est que les coussinets d'allaitement? Donc là, je les ai juste ici. D'ailleurs, pas la peine d'aller en pharmacie pour les acheter parce que ça coûte une blinde. En supermarché, style Auchan, Carrefour, etc. Vous les trouvez et ils sont pas très chers. Moi, ceux-là, je les prends chez Auchan. Je vous montre.
Je l'ai prends chez Auchan et ils sont à 3,99 € et il y en a 40 à l'intérieur. Donc largement de quoi faire. À la pharmacie, j'avais été me renseigner, ils étaient à quasiment 10 € la boîte. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence de prix. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Alors les coussinets d'allaitement, ça sert à récupérer le lait quand vous avez les seins qui sont pleins de lait et que vous n'avez pas encore fait la tétée et que du coup vous avez le lait qui coule. Parce que vous savez que quand le sein est plein de lait, qu'il est... Oh là là, il y a une de ces grosses bêtes qui est rentrée là. Oh, bref, que vous avez le lait qui coule tout seul. Voilà, ça coule tout seul. Et donc les petits coussinets, vous les mettez à l'intérieur de votre soutien-gorge ou de votre brassière. Et ça permet de récolter ce lait-là pour éviter d'avoir des auréoles au niveau des vêtements. Et d'avoir du lait de partout. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, à l'arrière vous avez des petits... je vais m'approcher. À l'arrière comme ça vous avez des petites scratchs comme ça avec de l'anti-adhésif pour que ça puisse coller sur le soutien-gorge ou la brassière. Et de ce côté-là, bah, du coup vous avez le côté coton absorbant qui permet de retenir le lait pour éviter d'avoir ces petites auréoles là sur les vêtements et d'avoir les vêtements complètement mouillés avec le lait. Oh là là, il y a un truc qui est rentré là, je sais pas si c'est une guêpe ou une abeille ou un bourdon, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc les coussinets d'allaitement, c'est pas grave, je rangerai après. Les coussinets d'allaitement, indispensable, obligatoire à avoir. Franchement, indispensable si vous voulez éviter d'avoir plein de lait de partout. Ensuite, je vous en avais déjà parlé durant ma vidéo, mes indispensables de la valise de maternité. Je suis désolée, j'ai bébé avec moi parce que je suis toute seule à la maison et que j'ai pas envie de le laisser seul à côté, donc je le garde avec moi. La petite crème, ça je vous l'avais déjà montré. Hop, ça c'est une petite crème que vous mettez sur les tétons pour apaiser, notamment quand vous avez des crevasses ou quand vous avez des tétons qui sont sensibles, et ça permet d'apaiser et de protéger. Donc ça, moi j'ai pris celle-ci, franchement elle fait super bien l'affaire. Après il y a plusieurs crèmes différentes, de marques différentes. Si vous n'avez pas les moyens, parce que ça coûte quand même assez cher le flacon, si vous n'avez pas les moyens de mettre cette petite crème, vous pouvez utiliser le lait maternel en badigeonnant votre propre lait sur les tétons. C'est aussi cicatrisant et ça fait aussi... voilà, ça fait exactement le même effet que la crème. Ça a un effet apaisant et cicatrisant. Ou sinon, vous pouvez également utiliser du miel. Mais il faut que ce soit du miel, pas le miel sirop de glucose, là, hein, ou je sais pas quoi. Hein, du vrai miel, le vrai miel d'abeille que vous pouvez également mettre sur les tétons. Et vous savez, les vertus du miel, c'est cicatrisant. Donc, vous pouvez également utiliser le miel pour vos crevasses. Mais bon, voilà, la crème, elle fait très bien l'affaire aussi. Ensuite, j'ai également les petites, comment on appelle ça, les petits tétons en silicone. Je vais vous montrer ce que c'est. Moi, ça m'a sauvé la vie quand j'avais les crevasses. Parce que sinon, j'aurais pas pu continuer à allaiter. Parce que c'était tellement douloureux. J'aurais vraiment pas pu continuer à allaiter. J'étais obligée de passer au téton en silicone pour laisser mon propre téton du coup se reposer et cicatriser tranquillement. Et reprendre la tétée normale une fois que c'était cicatrisé. Il commence à s'endormir. Donc voilà, ça franchement, prenez-les avec vous. Avant, à l'hôpital, ils les fournissaient, maintenant ils ne les fournissent plus. Et ça coûte, ceux-là je les avais achetés 9,90 € en pharmacie. Je vais me rapprocher pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà, c'est comme ça. Vous voyez les petits trous là pour laisser passer le lait. Donc ça, vous venez le mettre comme ça sur le téton. Et ça permet du coup à ce que bébé n'ait pas directement la bouche sur le téton et qu'il aspire pas directement au niveau du téton. Du coup, ça protège et ça évite que vous ayez mal au niveau des crevasses, etc. Et franchement, moi, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que sinon, clairement, j'aurais pas pu continuer l'allaitement si j'avais pas eu ça. Parce que je sais pas si, pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux, j'en avais parlé sur les réseaux à l'époque. J'avais bébé qui m'avait fait une crevasse sur le sein gauche.
mais elle était tellement ouverte, c'était tellement ouvert, je pouvais absolument plus allaiter en direct avec bébé sur le sein. Et j'ai utilisé les tétons en silicone pendant au moins 15 jours. Hein. Franchement, facile 15 jours. Et je badigeonnais de crème comme ça à la mort jusqu'à ce que ça a cicatrisé. Et je laissais au maximum mon sein à l'air pour que ça sèche. Et franchement, ça a duré une bonne quinzaine de jours avant que ma crevasse elle se referme. Et les tétons en silicone, franchement, ça a été un soulagement. Vous savez même pas à quel point. Donc voilà, donc j'ai parlé des coussinets d'allaitement, les tétons en silicone, la crème anti-crevasse. Si vous avez la possibilité, si vous en avez à la maison, sinon vous pouvez en acheter, des poches de glace. Vous savez, c'est des poches avec un gel bleu à l'intérieur qui sont hyper malléables. Ils sont pas durs et vous pouvez les mettre au congélateur et ça refroidit en fait. Si vous avez la possibilité d'avoir ça, franchement même une seule poche ça suffit amplement. Parce que quand vous allez avoir votre montée de lait, ça va pouvoir vous soulager les douleurs au niveau des seins. Vous les posez, vous demandez à l'hôpital, moi c'est ce que j'avais fait. Et à l'hôpital, parfois ils en ont, ils peuvent vous en donner aussi, mais il n'y a peut-être pas dans tous les services. La petite poche de glace, ça soulage vraiment, mais vraiment, au moment de la montée de lait. Donc si vous avez la possibilité d'acheter cette poche, vous demandez à l'hôpital qu'ils vous le mettent au frigo, au congélateur. Une fois que c'est bien froid, bien frais, vous les posez sur les seins et franchement, mais c'est... Comment vous dire, c'est incroyable. C'est incroyable comme ça soulage. Franchement, ça, si vous avez la possibilité, prenez-le, achetez-le. Parce que... Et puis après, de toute façon, ça c'est quelque chose que vous pouvez garder à la maison. Vous utiliserez si jamais vous avez bébé, enfin, vous avez un de vos enfants qui se blesse ou quoi. Vous pouvez mettre la poche de glace directement. Ça sert toujours. C'est pas quelque chose que vous allez perdre après. Mais à l'hôpital, franchement, prenez-le et n'hésitez pas à demander au personnel de l'hôpital de vous le mettre au congélateur et de l'avoir au moment où vous avez votre montée de lait, vous avez vos seins qui sont en train de vous faire hyper mal pour vous soulager. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'acheter cette poche de glace et que vous avez hyper mal au sein, à l'hôpital, ce que vous pouvez faire, alors ça c'est une astuce, mais franchement c'est une sage-femme qui m'en avait parlé à mon premier accouchement pour Jenna. Vous prenez une couche, les couches de bébé, vous prenez une couche, vous la trempez avec de l'eau à l'intérieur. Donc vous trempez bien avec de l'eau et ensuite vous la mettez au congélateur. Donc l'eau qui est dans la couche, ça va se durcir, ça va congeler. Et ensuite vous prenez la couche, vous l'ouvrez et vous la posez ouverte comme ça sur vos seins. Bon, ça soulage aussi, franchement c'est top. Le seul bémol c'est que ça dure pas super longtemps. Le froid il dure pas longtemps comparé à la poche de glace. Mais ça soulage quand même et c'est toujours, voilà, ça dépanne toujours. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours utiliser cette solution là. Ensuite j'avais noté soutien-gorge d'allaitement ou brassière. Moi personnellement je n'ai pas acheté de soutien-gorge d'allaitement parce que j'en avais acheté pour ma première grossesse et je trouvais pas ça forcément hyper... comment dire, je trouvais pas que c'était un truc indispensable. Les brassières ça fait très bien l'affaire. Franchement là pour cette grossesse là je n'ai acheté aucun soutien-gorge d'allaitement, zéro. J'ai uniquement des brassières. Franchement c'est des brassières que j'ai achetées au marché à 2 € et elles font top, trop bien l'affaire. Quand j'ai besoin d'allaiter, même les vêtements, j'ai pas forcément acheté de vêtements d'allaitement. Je lève mon pull comme ça, j'ai toujours un petit débardeur en dessous. Je baisse mon débardeur et ma brassière et je donne le sein. Franchement, c'est facile, il n'y a pas de complications. Après, si vous avez les moyens et que vous avez la possibilité d'acheter des vêtements pour un spécial allaitement ou des soutiens-gorge d'allaitement, faites-le, hein, c'est toujours mieux. Mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, l'indispensable aussi à avoir, c'est le tire-lait. Faut savoir qu'à l'hôpital, ils en ont, ils vous les prêtent. Mais une fois que vous sortez de l'hôpital et que vous êtes à la maison, il faut avoir votre propre tire-lait. Donc, deux solutions. Soit vous achetez votre tire-lait si jamais c'est votre première grossesse et que vous comptez avoir d'autres enfants. Achetez votre tire-lait, ça coûte environ une centaine d'euros. C'est toujours bien et vous les rentabilisez assez rapidement. Si jamais, comme moi, là, par exemple, c'est mon 3e enfant et je compte pas en avoir d'autres. Et voilà, je compte pas allaiter encore, voilà. Je vois pas l'intérêt d'acheter un tire-lait à 100 €. J'ai fait la demande à mon médecin avec une ordonnance et je l'ai emprunté à la pharmacie.
Et voilà, mais le seul bémol, c'est que vous êtes obligé de retourner chez le médecin toutes les 10 semaines pour qu'il vous redonne une ordonnance pour pouvoir continuer à avoir le tire-lait à la maison. C'est le seul bémol. Parce qu'ils vous font des ordonnances que pour 10 semaines. Donc voilà, donc si vous êtes à votre premier enfant et que vous comptez en avoir d'autres, achetez-en un, c'est vite rentabilisé. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours passer par votre médecin traitant qui vous donne une ordonnance. De toute façon, à l'hôpital, en règle générale, quand vous sortez, on vous donne systématiquement une ordonnance avec la location du tire-lait. Et vous louez le tire-lait auprès de votre pharmacie. Moi, pour le coup, cette fois-ci, je vais vous montrer, j'ai un tire-lait, je vous recommande, c'est de la marque Avent. Il est tout petit. Franchement, vous pouvez le jeter dans votre sac à main. Il ne prend pas de place. Je vais vous le montrer, il est vraiment tout petit. Il fait la taille d'un smartphone, clairement. C'est toujours mieux que les grosses machines, là, les grosses valises qu'on vous donne à la pharmacie. Je suis passée par un organisme, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve la facture, je vous montrerai. Et c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, la location du tire-lait. En revanche, il faut payer les accessoires qui vont avec. Mais en règle générale, si vous avez la mutuelle elle vous prend aussi en charge les accessoires. Donc moi, pour le coup, là, j'ai payé 0 € de ma poche. Enfin si, j'ai avancé les sous, mais j'ai été remboursée par ma mutuelle. Et voilà, donc c'est pris en charge vraiment à 100%. Je vais vous montrer le tire-lait. Je vais d'abord poser le petit avant de vous le montrer, parce que j'aurai besoin de mes deux mains pour le faire. Et enfin, j'ai noté également les biberons. Avec la forme du sein, parce que vous savez que bébé est habitué à prendre le sein. Donc si jamais vous voulez intégrer soit un biberon avec du lait industriel, si vous voulez passer sur de l'allaitement mixte, ou si vous tirez votre lait et que vous souhaitez donner le biberon à bébé, vaut mieux passer avec un biberon qui a le bout de la tétine avec la forme du sein. C'est beaucoup plus facile pour bébé de prendre du coup le biberon, et ça lui rappelle en fait la prise en bouche du téton, quoi. Donc privilégiez ce biberon là et privilégiez également un biberon avec un faible débit, parce que vous risquez aussi que bébé s'habitue à prendre le biberon et ne souhaite plus prendre le sein. Pourquoi? Je vous explique. Bébé, quand il prend le sein, il suce, enfin il demande une succion. Ça lui demande de l'énergie pour pouvoir tirer le lait, par le biais de la succion, parce que le débit au niveau du sein, il est très faible. Vous verrez que bébé, au moment où il tire pour tirer le lait, c'est de fines gouttelettes de lait qui coulent. Le biberon, il n'y a pas besoin d'effort. Limite, le biberon, il suffit juste de le renverser comme ça et le lait, il coule de lui-même. Vous n'avez même pas besoin et le bébé n'a même pas besoin de tirer, de sucer pour que le lait sorte. Et à force de donner le biberon, le bébé, il trouve ça tellement plus facile d'avoir un biberon qui débite hyper rapidement le lait. Il n'a plus envie de faire cet effort-là, d'aller taper dans le sein, tirer, ça lui demande de l'effort physique, de sucer, tirer, etc. Et il va plus vouloir prendre le sein, il va vouloir uniquement prendre le biberon parce que c'est la facilité. Donc privilégiez un biberon avec un débit, avec pas beaucoup de débit. Comme ça, ça va l'obliger à continuer à tirer, à sucer avec sa bouche. C'est à peu près le même délire que quand il va prendre le sein au final. Et ça lui évitera d'avoir cette facilité, cette simplicité avec le biberon, d'avoir un débit qui coule, voilà. Et au final, de plus vouloir derrière reprendre le sein, pardon. Donc les biberons de la forme du sein, moi pour ma part je prends toujours la marque Avent. Je trouve qu'ils sont pas mal et on a déjà tiré le lait avec le tire-lait et donné le biberon à bébé avec le lait maternel et il le prend très très bien, il n'y a pas de souci. Et pareil, j'ai pris avec un débit qui coule vraiment peu pour éviter d'avoir cette facilité au niveau de la succion, au niveau de la prise de lait. Donc voilà pour les essentiels pour l'allaitement. On passe maintenant à la montée de lait. Alors, la montée de lait, c'est ce qu'il y a de plus difficile par rapport à l'allaitement. Parce que c'est la période la plus difficile et la plus douloureuse. Alors, il faut savoir qu'après avoir accouché, vous avez la montée de lait qui arrive en règle générale 48 à 72 heures après. Purée, ce bourdon, mais il me fait un bruit en plus, c'est incroyable. Je disais, la montée de lait, elle arrive très très rapidement après, entre 48 et 72 heures après l'accouchement.
pour ma part, j'ai eu la montée de lait 24 heures après avoir accouché. La montée de lait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le corps, en fait, vous avez des glandes au niveau des mamelons qui sécrètent du coup le lait. Et ces glandes, en fait, elles vont venir se gorger de lait, se remplir de lait. Et c'est une fois qu'elles sont remplies, qu'elles sont engorgées, ça fait assez mal en fait, parce que bah, du coup le lait n'a plus de place où aller se stocker, mais sauf que votre corps continue à en produire. Pourquoi? Dans un premier temps, le corps n'a pas encore ce réflexe de réguler de lui-même la production de lait. C'est-à-dire que au bout de quelques jours, vous verrez qu'en fonction du nombre de fois que vous allez donner la tétée à votre enfant, etc., le corps va se réguler de lui-même et il va comprendre que bébé a besoin de tant de fois à téter par jour. Je sais pas moi, il a besoin de téter 8 fois par jour. Donc il va commencer à se réguler et il va fabriquer du lait en quantité suffisante pour la consommation de votre bébé. Mais avant d'en arriver à cette régularisation, vous passez par la phase où il produit tout le temps. Il produit tout le temps parce qu'il ne sait pas encore combien ce qu'il faut qu'il produise. Donc ne sachant pas combien il doit produire, et ben, il produit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que vous avez tout le temps les seins qui sont pleins de lait. Alors, du coup, ce que ça engendre que les seins, ils sont hyper douloureux, ils sont très durs, ils prennent franchement un double, voire triple de volume. Et du coup, tout ce cheminement-là, ça apporte des maux de tête, ça apporte des bouffées de chaleur. Moi, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, j'étais à la maternité, il y avait des fois où j'étais limite avec rien sur moi, tellement j'avais chaud. Les bouffées de chaleur que ça engendre, c'est incroyable. Et vous avez des seins qui font extrêmement mal, vous avez un ressenti. Ce que je disais, c'est que vous avez l'impression que vous avez de la lave en fusion qui coule dans vos veines au niveau des seins. Et franchement, c'est incroyable la sensation, mais ça fait vraiment mal. Mais faut savoir que c'est passager, ça dure pas très très longtemps. Ça dure quelques jours. Après, ça dépend, bien évidemment, chaque femme est différente et on est toutes différentes. Purée, le truc il s'est rapproché. Je sais pas si vous l'entendez. Il est juste au-dessus de ma tête. Chaque femme est différente, donc d'une femme à l'autre, on ne se retrouve pas du tout avec les mêmes symptômes. On n'a pas la même production de lait, on n'a pas les mêmes délais au niveau de l'arrivée de la montée de lait, etc. etc. Donc d'une femme à une autre, ça peut changer. Moi, personnellement, j'ai eu ma montée de lait hyper tôt. Je vous ai dit 24 heures après l'accouchement. J'avais accouché un lundi et j'ai eu ma montée de lait le mardi au soir. Et ça a duré jusque... ça avait commencé à réguler vers le vendredi ou le samedi d'après. Donc voilà, quelques jours après. Donc voilà, c'est quelques jours qui sont un peu durs. Je vous le cache pas. Franchement, c'est pas un peu dur, c'est dur. La vérité, c'est dur, ça fait mal. Mais voilà, c'est passager. C'est passager. Franchement, soyez courageuse. Ça fait mal, etc. Mais ça va pas durer longtemps. Donc ensuite, j'ai noté aussi que du coup, il y a certaines femmes qui n'ont pas de production suffisante de lait pour rassasier et suffire à son nourrisson. Donc forcément, les solutions, c'est de passer par du lait industriel. Donc vous savez, les boîtes de lait. Hein. De aussi passer par la solution du tire-lait, parce qu'il faut savoir que plus vous stimulez votre téton, plus vous produisez. Donc le tire-lait, étant donné que ça stimule le téton, plus vous allez tirer votre lait ou plus vous allez mettre bébé au sein, plus vous allez produire du lait. Ensuite, vous avez également des aliments qui favorisent la production de lait. Donc je vous en ai noté quelques-uns. Là, vous avez le fenugrec. C'est d'ailleurs pour ça que dans la communauté maghrébine, quand la femme accouche, on lui ramène rfissa. C'est un plat qui contient du fenugrec. Vous avez également tout ce qui est à base d'orge, qui permet aussi de favoriser la lactation, le thé et la levure de bière. Donc si jamais vous avez besoin de favoriser votre lactation, vous pouvez passer par ces aliments-là. Sinon, vous avez également des compléments alimentaires qui existent maintenant, des gummies, etc., qui permettent de favoriser la lactation. Donc vous pouvez également passer par ce type de produit. Ensuite, vous avez également des femmes qui produisent justement beaucoup trop de lait. Et les solutions qu'il y a pour ça, parce que quand vous avez des engorgements au niveau des seins, franchement, c'est vraiment très 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 douloureux. La solution que vous avez pour pouvoir vous soulager, donc c'est d'une, comme je vous ai dit juste avant, les poches de glace là, qui vous soulagent quand même pas mal. Ensuite, vous avez également
également les douches chaudes. Moi, je prenais pas mal de douches chaudes aussi quand j'étais à l'hôpital. Et voilà, vous venez appuyer, presser sur votre sein pour libérer le lait. De toute façon, vous allez voir, dès que vous appuyez dessus, ça sort tout seul. En règle générale, quand c'est engorgé, ça coule tout seul. Donc, ça vous permet aussi de vous soulager et de vider un peu vos seins. Vous avez donc aussi la possibilité de faire téter bébé pour vider les seins du coup. Mais comme je vous ai expliqué, plus vous faites téter, plus ça produit. Donc c'est un peu comme ça un cercle vicieux. Mais sur le moment, ça vous permet quand même de soulager. Donc vous faites téter votre bébé toutes les 2-3 heures, voilà, comme ce qui est préconisé. Mais vous pouvez également le faire téter sur des moments autres quand vous avez vos seins qui sont complètement pleins et que vous êtes vraiment arrivé à un engorgement maximum. Et à ce moment-là, vous pouvez faire téter bébé un petit peu pour pouvoir vous soulager aussi un petit peu. D'ailleurs, je pense à un truc que je viens de noter. N'oubliez pas, quand vous faites vos tétés, surtout au début, de toujours noter les horaires à laquelle vous avez fait la tétée de bébé pour que vous puissiez vous situer à peu près où est-ce que vous en êtes. Parce que bébé réclame à peu près toutes les 2-3 heures, mais ça peut arriver que bébé dort mais ne réclame pas, etc. Et faut vraiment qu'il mange toutes les 2 à 3 heures maximum. Donc en notant l'heure à laquelle vous avez donné la dernière tétée, ça vous permet de savoir la prochaine tétée à quelle heure elle va être. Et si jamais bébé dort ou qui n'a pas pleuré pour vous réclamer la tétée, vous savez qu'à telle heure il faut donner la tétée. Bon, du coup c'est bon, j'ai posé le petit, c'est endormi, et je me suis libéré les mains. Du coup je vais pouvoir vous montrer le tire-lait. Et du coup j'ai les petits qui sont rentrés entre temps avec papa. Ça m'a un petit peu perturbé d'ailleurs sur ce que j'étais en train d'expliquer. Donc le tire-lait, je vous le montre, le Avent. Il est tout petit. Désolée si vous entendez du bruit en fond. J'ai les petits, comme je vous ai dit, qui sont rentrés. Et du coup, j'ai fermé la porte, mais je pense que vous allez quand même entendre. Donc bref, regardez, voilà. Donc c'est celui-ci, le tire-lait que j'ai pris. Et vous avez là, du coup, les 2 sorties pour pouvoir brancher les 2 accessoires qui vont sur chaque sein pour récolter le lait. Et il est hyper pratique parce qu'il est tout petit. Vous pouvez le transporter avec vous, l'emmener avec vous partout. D'ailleurs, il y a une petite sacoche comme ça qui est fournie avec pour pouvoir le transporter. Et vous avez également à l'intérieur la petite sacoche comme ça isotherme. Hop, isotherme pour pouvoir stocker le lait une fois qu'il a été tiré. Voilà. Donc ça, la location, comme je vous ai dit, vous pouvez la faire avec la sécurité sociale qui est pris en charge par la sécurité sociale. Mais par contre, les accessoires qui vont avec, vous devez les payer et ils sont remboursés en intégralité par la mutuelle si c'est pris en charge par votre mutuelle. Donc voilà. Mais je voulais vous le montrer parce que franchement il est hyper compact et je trouve que c'est hyper important. Surtout si comme moi vous bougez beaucoup et que vous avez besoin de le transporter avec vous. Franchement voilà, ça prend vraiment pas de place. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main ou dans le sac à langer et ça prend pas de place. Parce que moi avant j'avais le Kit-Tête ou le Medela. Et franchement mais le truc il est gros comme ça quoi. Et si vous voulez l'emmener avec vous, faut partir avec une grosse valise. Et rien que le tire-lait à lui tout seul, il vous prend de la place. Donc ce tire-lait là, franchement, j'étais sceptique. Hein. Au début, quand je l'ai vu qu'il était tout petit et tout. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va faire l'affaire? Est-ce qu'il va être assez puissant pour pouvoir bien tirer le lait, etc. Et franchement, il y a différentes vitesses. Voilà, il y a différentes vitesses pour tirer le lait. Et franchement, il est nickel. Moi, j'ai aucun problème avec. Il est super bien, donc je vous le recommande. C'est la marque Avent. Donc oui, la montée de lait, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile au départ. Mais franchement, si vous arrivez à passer ce cap-là, après, c'est beaucoup plus facile. Vous avez encore quelques petites douleurs, je vais pas vous le cacher. Mais c'est beaucoup plus facile. Le plus dur, c'est les quelques jours, là, voire une semaine, au niveau de la montée de lait. Il faut savoir également que vous avez la possibilité, quand vous allaitez, de prendre du Doliprane. C'est d'ailleurs un des rares médicaments que vous avez la possibilité de prendre. Mais vous avez aussi à l'hôpital, moi je sais que c'est ce qu'on m'avait donné pour me soulager aussi, parce qu'il y avait un moment où j'en pouvais vraiment plus, c'est les antidouleurs. Après, c'est à l'hôpital qu'ils les donnent. Vous n'aurez pas de prescription ni de votre médecin, ni au niveau de l'hôpital, parce qu'ils les donnent avec un certain dosage, etc. Et ils ne vous les donneront pas une fois que vous rentrerez à la maison. Ils vous donneront uniquement du Doliprane. Donc n'hésitez pas quand vous êtes à l'hôpital, si vraiment vous voyez que c'est
ingérable pour vous, que vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez plus à supporter la douleur, etc., n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous donne un antidouleur un petit peu plus fort que le Doliprane. Parce que le Doliprane, faut dire ce qui est quand même, c'est bien pour les maux de tête, etc., mais c'est pas voilà, c'est pas ce qui va faire que ça va vous anesthésier entre guillemets au niveau des douleurs, etc. Ça va faire du bien, mais ça va pas faire passer les douleurs. C'est vrai que par contre les petits médicaments qu'ils m'ont donné, moi je sais que ça m'aidait à pouvoir me dormir plus facilement, parce que du coup avec les douleurs j'arrivais pas à m'endormir. Et c'est vrai que quand vous le prenez, dans les 15 minutes, 20 minutes qui suivent la prise, vous avez quasiment plus mal, parce que c'est un effet un peu anesthésiant quoi. Donc voilà, les antidouleurs, n'hésitez pas à l'hôpital de les demander aux sages-femmes ou aux infirmières, et elles vous en donneront avec un dosage bien précis, etc. Mais elles peuvent vous aider, ça peut vous aider en tout cas à supporter les douleurs au niveau de la montée de lait. J'ai aussi noté qu'il fallait éviter le tire-lait au moment de la montée de lait. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué précédemment, plus vous allez comment dire, susciter, non pas susciter, c'est pas le mot, plus vous allez solliciter vos tétons, plus vous allez les travailler, plus vous allez venir tirer, plus ça va produire. Donc le tire-lait, c'est vrai que ça va être bien parce que ça va vous soulager sur le moment, mais ça va pas être très bien pour le long terme, parce que ça va dire à votre corps, il faut produire plus. Et qui dit plus de production, forcément, eh ben ça va encore vous donner plus de douleur. Donc au début, sur la montée de lait, je déconseille, et vous verrez qu'à l'hôpital c'est pareil, ils vous le déconseilleront aussi, d'utiliser le tire-lait. Voilà, le tire-lait c'est pour après, une fois que la montée de lait est passée, une fois que vous avez bien régulé, et là vous pouvez utiliser votre tire-lait. Avant, franchement, je vous le déconseille. Après, vous pouvez le faire occasionnellement si vraiment vous êtes arrivé à un engorgement plus et que vous n'arrivez plus à supporter. Vous pouvez demander à tirer un peu pour vous soulager, mais franchement, si vous pouvez éviter, évitez. Donc voilà, donc je vous ai parlé du gel pour les crevasses. Donc ça, n'hésitez pas à bien vous badigeonner les tétons avec, même avant d'avoir les crevasses, en prévention. Comme ça va aussi habituer votre peau au niveau du téton pour pouvoir préparer l'allaitement. Les crevasses, c'est quelque chose qui arrive très souvent parce que on a un mauvais positionnement de bébé au moment de l'allaitement. Donc le positionnement de bébé est très important pour éviter tout ce qui est crevasse. Il faut que bébé, vous ayez ventre contre ventre. En fait, il faut que vous teniez votre bébé, que le ventre de votre bébé il soit contre votre ventre à vous. Il faut que la tête de bébé soit bien en parallèle avec votre téton. Faut pas que votre téton, votre sein il soit au-dessus ou en dessous de bébé, parce que du coup forcément bébé lui il tire et il suce. Si votre sein il est là et que la bouche de bébé elle est là, il va tirer ça, et ça va tirer en bas au niveau de votre téton, et du coup c'est ce qui va créer des crevasses, ça va déchirer. Pareil pour le haut, si vous le positionnez trop bas votre bébé et qui tète, il va téter avec le téton qui sera tordu vers le bas. Du coup, ça va déchirer vers le haut. Il faut vraiment que la tête de bébé, elle soit bien face à vous, face au sein et face au téton, pour qu'au moment où il prend la tétée, et ben le téton, il soit vraiment tout droit. Et que, du coup, ça évite de tirer sur un côté ou un autre pour éviter les crevasses. Après ça, vous verrez, à force de pratiquer, vous allez de mieux en mieux positionner votre bébé et vous allez arriver à atteindre cette position qui est parfaite pour l'allaitement. Mais vous verrez, ça va se faire tout seul. Ça là-dessus, vous allez peut-être vous tromper un peu au début, mais ça va venir tout seul. Vous allez de toute façon sentir au moment où il prend la tétée que ça tire d'un côté ou d'un autre, et vous pouvez réadapter après à ce moment-là le positionnement de bébé. Mais il faut savoir que c'est ce qui crée les crevasses. C'est vraiment le positionnement de bébé et la succion de bébé au niveau du téton. S'il est mal positionné, vous allez avoir des crevasses, c'est sûr et certain. Donc, la crème. Si vous n'avez pas possibilité d'avoir de la crème, le lait maternel qu'on vient badigeonner sur le téton, ou du miel, et je précise encore une fois, du miel pur, pas de miel de sucre, de sirop de glucose ou je sais pas quoi, le vrai miel. Ça vient en tant que cicatrisant, ça va vous apaiser. Et la crème aussi, ça vient préparer la peau aussi, parce que vous avez, comme moi j'ai une peau qui est hyper sèche, ça vient aussi préparer le téton à l'allaitement. Donc si vous pouvez déjà commencer à badigeonner vos tétons de crème quelques semaines avant d'accoucher, c'est toujours bien aussi pour préparer le téton à l'allaitement, pardon. On va y arriver.
Ce que j'ai oublié de vous dire, pour les tétons en silicone, faites très attention parce qu'il y a des tailles différentes. Moi ça je le savais pas, je l'ai su là pour cet allaitement là pour Adem. Il y a des tailles différentes au niveau des tétons et c'est logique puisqu'on n'a pas toutes les mêmes seins, on n'a pas toutes les mêmes grandeurs des tétons. Il y a des personnes qui ont des tétons qui sont très grands, très larges, etc. D'autres personnes qui sont plutôt tout petits et forcément bah, la taille du sein, du téton en silicone va pas être forcément le même pour telle ou telle personne. Donc quand vous allez à la pharmacie, vous allez voir, ils ont une sorte de petite tablette comme ça, avec pas une tablette mais un truc en carton avec différentes tailles de tétons et ils vont regarder par rapport à votre téton la taille qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à demander, ne prenez pas n'importe quoi. Posez la question à la pharmacienne et il vous accompagnera pour l'achat des tétons en silicone. N'allez pas prendre le premier que vous trouvez en rayon. Franchement, prenez vraiment quelque chose qui soit à votre taille. Parce que si c'est pas à votre taille, que c'est trop petit par rapport à votre téton par exemple, bah vous allez également souffrir au moment de la prise de bébé au niveau de l'allaitement. Parce que bah, ça sera pas la bonne taille, ça va venir tirer sur les tissus, ça va tirer sur la crevasse et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est laisser le téton tranquille, laisser la crevasse tranquille pour qu'elle ait le temps de cicatriser et vraiment que ce soit le téton en silicone qui fasse tout le boulot. Donc, si vous ne prenez pas la bonne taille, que c'est beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit, ça n'ira pas du tout. Donc, n'hésitez pas à demander à la pharmacie, ils vous accompagneront pour ça. On passe à la troisième étape que j'ai appelée la régule. Donc la régule, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le moment où votre corps, il a enfin compris les attentes de bébé et qu'il produit du lait en fonction de ces attentes-là. Donc d'une part, vos seins, ils vont diminuer de volume. Moi je sais que la régule, elle est arrivée, je vous ai dit, 4 à 5 jours après avoir accouché, 4 à 5 jours pardon, après avoir eu ma montée de lait. Et après, bah ça, comme je vous ai dit encore une fois, ça dépend des femmes. D'une femme à l'autre, ça peut être plus ou moins. Du coup, la production de lait, elle commence à être régulée. Le corps, il comprend que bébé, il a besoin de tant de tétés par jour. Donc, il produit tant de tétés par jour. Il ne produit plus en continu le lait. Ce qui fait que du coup, bah, ça crée plus cette sensation d'engorgement. Et ça fait du coup des seins moins douloureux. Ça reste encore douloureux, mais c'est beaucoup moins douloureux, c'est beaucoup plus supportable. Les maux de tête aussi, vous en avez quasiment plus. Les bouffées de chaleur, c'est fini. Et le corps s'adapte et bébé s'adapte aussi. Voilà. Après, la régule, elle prend quand même aussi... ça continue à réguler sur un certain laps de temps après. Mais déjà, vous allez voir une grande différence par rapport au moment où vous avez la montée de lait. Vous avez également, comment dire, une stabilité au niveau des horaires de tétée, au niveau de la fréquence de la tétée. Vous avez vraiment bébé qui est bien régulé au niveau des horaires. Vous avez également votre corps qui se régule par rapport à bébé. Vous verrez que vous allez arriver à un stade où bah, vos seins seront pleins de lait, pile poil au moment où ce sera l'heure de la tétée de bébé. Ça va se faire, franchement, le corps il est tellement bien fait, c'est automatique. Moi je sais que dès que je sens que j'ai les seins qui commencent à se remplir, vous allez le sentir, hein, vous allez voir, vous allez le sentir. J'ai les seins qui commencent à se remplir, etc. Je sais que bébé va pas tarder à me réclamer la tétée. Ça se fait automatiquement. Et le corps s'adapte à bébé et bébé s'adapte au corps de maman. Donc là-dessus, franchement, la nature, elle est tellement bien faite. C'est un truc de fou. Vous allez voir que vous allez produire ce qu'il faut pour votre bébé et vous allez produire au moment où il faut pour votre bébé. Je sais pas comment expliquer ce truc-là, mais ça, voilà, ça se fait naturellement, ça se fait tout seul. Et vous verrez que la fréquence, la quantité et tout va se réguler comme par magie. Ça se fait tout seul, vous n'aurez rien à faire du tout. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. Et franchement, quand vous arrivez à cette étape-là et que vous avez réussi à passer la pire des étapes pour moi, hein, selon moi, qui est la montée de lait, franchement après l'allaitement ça va être
tranquille. Ça va être vraiment tranquille. Le plus dur dans l'allaitement, c'est de passer cette étape de la montée de lait qui est vraiment très douloureuse. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a beaucoup de mamans qui stoppent et disent non, je ne veux pas, j'arrête, je préfère passer au biberon. Ensuite, du coup, le tire-lait, bah, je vous en ai parlé. N'oubliez pas de demander l'ordonnance. De toute façon, ça se fait en règle générale automatiquement au moment de la sortie de l'hôpital. On vous propose l'ordonnance pour le tire-lait. Si ce n'est pas fait, vous pouvez la demander à votre médecin traitant. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale et les accessoires qui sont payants sont pris en charge par la mutuelle. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'était une fois que vous avez tiré le lait, qu'est-ce qu'on fait de ce lait? Alors, vous avez la possibilité de le conserver à température ambiante entre 4 et 6 heures. Donc, si jamais vous tirez votre lait et que vous savez que vous allez l'utiliser dans les prochaines heures, vous ne le mettez pas au frigo, vous le laissez à température ambiante. Vous le mettez dans un biberon, vous le fermez correctement, vous mettez le petit capuchon, etc. Et vous le laissez poser sur la table ou ailleurs à température ambiante et vous pouvez l'utiliser entre 4 et 6 heures après avoir tiré. En revanche, si vous souhaitez le donner plus tard, si par exemple comme moi, vous tirez votre lait en journée et que vous souhaitez donner le lait, par exemple pour papa, pour qu'il puisse donner un biberon la nuit, pour qu'il puisse prendre le relais la nuit et donner un biberon à bébé, ce qui vous évite d'ailleurs vous de vous lever pour le faire, vous pouvez également le conserver au frigo entre 5 et 8 jours. Donc dès que vous l'avez tiré, vous le conservez au frigo, vous le mettez directement au frigo et il se conserve entre 5 et 8 jours. Donc une semaine facile. Ça c'est si vous avez besoin de tirer, je sais pas moi. Par exemple moi, ben, je sais que quand j'ai une sortie de prévue avec mes amis, je sais que je dois aller manger par exemple au restaurant avec des copines et que je sais que je vais pas emmener bébé avec moi, ben, je sais que je peux tirer mon lait 1 ou 2 jours avant, le mettre au frigo, comme ça le jour J, ben, monsieur a la quantité nécessaire pour pouvoir donner le biberon à bébé et je peux sortir la tête tranquille en sachant que bébé aura ce qu'il faut pour être pour la téter quoi, pour manger. Ou pareil, comme je vous ai expliqué, si jamais vous voulez que monsieur puisse prendre le relais la nuit pour pouvoir prendre un biberon ou une tétée la nuit pour que vous puissiez dormir un petit peu plus longtemps, ben vous pouvez aussi tirer votre lait. Donc ça c'est bon aussi à savoir. Donc 4 à 6 heures à température ambiante, entre 5 et 8 jours au frigo. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais vous pouvez également congeler votre lait. Et il est facile de le garder entre 6 mois et 1 an au congélateur. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Vous pouvez congeler votre lait. Donc si jamais vous avez une forte production de lait et que vous avez la possibilité de tirer votre lait et de le congeler, vous pouvez le congeler pour plus tard. Si voilà, vous avez besoin plus tard de lait, vous en trouverez au congélateur. Ou si entre-temps vous avez une baisse de lactation, bah, vous savez que vous avez ce qu'il faut au congélateur pour pouvoir tenir X temps. Donc voilà, ça c'est hyper important de le savoir parce qu'on a tendance à tirer notre lait. Moi je sais que sur ma première grossesse et mon premier allaitement, j'avais jeté beaucoup de lait parce que je ne savais pas qu'on pouvait le congeler par exemple et je ne savais pas qu'on pouvait le garder jusqu'à une semaine au frigo. Donc je le tirais, si bébé ne consommait pas le lait dans les heures qui suivaient, bah, je jetais en fait. Et du coup, bah non, faut pas jeter, vous pouvez le conserver et ça se conserve très bien, il n'y a aucun problème pour ça. Les coussinets d'allaitement, du coup, j'en ai parlé. J'ai aussi noté en gros que papa peut prendre le relais quand il y a de l'allaitement. C'est pas parce qu'on allaite que on se retrouve prisonnière entre guillemets de son bébé. Vous avez possibilité de tirer votre lait, vous avez possibilité de faire des biberons de nuit et que monsieur, d'un commun accord, après je ne sais pas comment est-ce que chacun procède, mais si votre mari ou votre ami est d'accord pour prendre 1 ou 2 biberons dans la nuit, bah, vous pouvez totalement tirer votre lait dans la journée ou un jour ou voire 2 jours avant et donner un biberon de lait maternel de nuit pour vous soulager et vous permettre de dormir un petit peu. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire avec monsieur. Il y a des moments où, surtout au tout début de l'allaitement, quand bébé se lève toutes les 2 heures pour téter, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un biberon ou une tétée qui saute. Du coup vous avez possibilité de dormir 4 heures consécutives
Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à tirer votre lait et à solliciter monsieur pour qu'il puisse prendre une tétée ou deux dans la nuit pour que vous puissiez aussi vous reposer et dormir. Ensuite, le cinquième point dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui est ostéopathe. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que on a la possibilité de consulter un ostéopathe après avoir accouché. Et oui, vous pouvez consulter un ostéopathe. Et bébé également peut consulter un ostéopathe. C'est d'ailleurs fortement recommandé, notamment dans les 1 mois suivant la naissance. Pourquoi ? Alors, ça permet de faire un petit bilan avec l'ostéopathe concernant bébé, à savoir si tout va bien de son côté. Moi, par exemple, j'ai un bébé qui était en position siège, comme vous le savez, et j'ai dû accoucher en césarienne. Donc, forcément, ça a engendré des traumatismes pour bébé. Et ben voilà, j'ai de suite pris rendez-vous avec mon ostéopathe, d'une part pour regarder au niveau de ses jambes, étant donné qu'il était en position siège, en tailleur, pour voir si tout va bien au niveau des jambes, s'il n'y a pas, je vais pas dire des malformations, mais s'il n'y a pas de la kiné ou de la rééducation à faire pour pouvoir retrouver des jambes, comment dire, bien droites, etc. Et l'ostéopathe, pardon, peut également intervenir, c'est pour ça que je le mets d'ailleurs dans cette vidéo là, la vidéo allaitement, au niveau de la succion de bébé. Alors moi par exemple avec Adem, j'ai eu un problème au moment où j'ai allaité, parce que j'avais, malgré que la montée de lait soit passée, malgré que, que ça s'est régulé, etc., j'avais toujours les tétons sensibles au moment de l'allaitement, même en dehors de l'allaitement. Et normalement, l'allaitement, une fois que la montée de lait est passée, une fois que tout est régulé, ça ne doit pas être douloureux. Ça doit vraiment pas être douloureux. Donc si jamais, après toute cette phase-là de montée de lait, etc., vous avez toujours des douleurs au niveau des seins par rapport à l'allaitement, allez consulter un ostéopathe. C'est souvent dû à une mauvaise succion de votre bébé. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec l'ostéopathe pour pouvoir retrouver une bonne succion. C'est le positionnement de la langue et du palais de bébé qui n'est pas bonne. Donc du coup, il peut travailler ça avec bébé pour pouvoir justement continuer à allaiter et ne pas avoir ces douleurs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais toujours des petites douleurs au niveau des tétons au moment de l'allaitement. Donc j'en ai parlé avec l'ostéopathe et il a travaillé ça avec Edem par rapport à la succion. Et depuis, Dieu merci, ça me fait plus mal. Franchement, c'est nickel. En plus, je suis passée de une tétée qui durait 45 minutes à peu près à une tétée de 20 minutes, parce que du coup, il y a une succion qui est beaucoup plus efficace comparée à avant. Donc, ça va beaucoup plus vite. Faut savoir qu'entre l'allaitement, ça doit durer entre 10 minutes et 20 minutes maximum. Si ça dure plus de 20 minutes, c'est pas normal. Ça, je ne le savais pas aussi, je l'ai appris très récemment. Donc, si jamais vous avez un allaitement qui est douloureux ou vous avez un allaitement qui est hyper long, n'hésitez pas à aller voir l'ostéopathe parce que vous avez peut-être un bébé qui a un problème au niveau de la succion. Donc, l'ostéopathe peut également intervenir, ça c'est une petite parenthèse en plus, sur les trémulations. Qu'est-ce que c'est la trémulation? Il y a beaucoup de bébés qui ont ça d'ailleurs. Vous savez, c'est quand le pied de votre bébé, il tremble comme ça. Ils appellent ça la patte de lapin. Donc ça, il peut aussi travailler ça avec lui pour que ça se fasse plus en fait, pour que ça s'arrête. Et il y a beaucoup de bébés qui tremblent comme ça au niveau des jambes. Et moi, mon bébé, il a également été pris en charge par l'ostéopathe parce que au moment de la naissance, je pense que c'est au niveau de la manipulation au moment de la césarienne, il a une mauvaise inclinaison au niveau du rachis cervical. Et en fait, l'ostéopathe travaille sur ce point-là avec bébé pour redresser et que cette inclinaison, elle soit correcte. Et ils appellent ça le bébé lune ou le bébé banane. En fait, c'est un bébé qui, au lieu d'avoir la colonne vertébrale qui est complètement droite comme ça, et ben, il est un peu comme ça, en forme de lune ou de banane, un peu de traviole comme ça. Et ça, c'est également quelque chose qu'on peut travailler avec l'ostéopathe. Et qui est facilement, c'est quelque chose qui est facile à retravailler et qui est facile à récupérer avec un ostéopathe quand c'est pris en charge rapidement et tôt
avec bébé. Alors, si vous laissez ça traîner comme ça peut engendrer plus tard des problèmes de dos, des problèmes de scoliose, des problèmes de posture. Et c'est quand même dommage d'avoir la possibilité d'avoir un ostéopathe. En plus, c'est également pris en charge par la mutuelle, ça ne vous coûte rien. C'est quand même dommage de ne pas en profiter et de ne pas aller faire un bilan avec un ostéopathe pour voir si bébé a des problématiques et que vous avez la possibilité justement de travailler sur ces problématiques-là pour justement les éradiquer. Donc voilà, moi pour ma part, je sais que j'ai eu ces trois problèmes-là. Donc le problème de succion, le problème de trémulation, donc je vous ai dit, c'est le bébé avec la patte de lapin comme ça, le pied qui tremble. Et cette inclinaison de la colonne vertébrale qui fait que bébé était un tout petit peu légèrement, hein, c'est léger, c'est pas beaucoup, hein, mais qu'il est légèrement de travers et en biais. Donc là, on a fait au total 3 séances avec l'ostéopathe et grâce à Dieu, tout a été réglé. Tout va bien, il n'a plus du tout de soucis. Donc si jamais vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à aller consulter un ostéopathe, c'est hyper important. Même si c'est juste pour faire un bilan, même si votre bébé il a rien, allez consulter un ostéopathe parce qu'il peut peut-être détecter des petites choses que vous n'avez pas vues. Ça peut être aussi des soucis au niveau du sommeil, ça peut être pas mal de petites choses comme ça parce que bah, forcément, vous savez, l'accouchement c'est un traumatisme pour un bébé et ça crée des tensions, des raideurs au niveau du corps, etc. Et l'ostéopathe, il vient justement travailler sur tous ces points-là. Donc voilà, c'est à titre préventif, n'hésitez pas à aller consulter un ostéopathe, c'est hyper important. Si votre bébé n'a rien, grâce à Dieu, tant mieux. Mais s'il a quelque chose et que c'est possible de travailler ça le plus tôt possible et surtout de détecter la chose et de trouver des solutions pour justement ne plus avoir ces problèmes-là, c'est toujours mieux que d'attendre et que plus tard le bébé ait des problèmes arrivés à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais vraiment dont je voulais vraiment vous parler parce que c'est vraiment quelque chose que peu de personnes savent et ça peut éviter des problèmes plus tard pour vos enfants. En conclusion, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai noté les points positifs et les points négatifs selon moi de l'allaitement. Et du coup, je vais vous les énumérer. Je les ai notés. Donc, les points, je vais commencer par les points positifs. Alors, les points positifs, j'ai noté que ça permet de créer un véritable lien avec votre bébé. Vous allez voir qu'un bébé qui est allaité, c'est un bébé qui a un lien vraiment à part avec sa maman. C'est un truc de ouf à quel point le bébé, il a le lien avec... Moi, je sais que mon bébé, par exemple, il pleure, mais dès qu'il est dans mes bras, il est apaisé. Même si quand il est dans les bras de papa ou les bras de tata ou autre, c'est pas pareil que quand c'est moi qui le prends. Il sent, il me sent, il sent le lait que j'ai en moi, dans mes seins, etc. Il sait que ce lien-là qu'il crée avec moi, c'est un lien, je sais même pas comment vous expliquer, tellement c'est un lien qui est fort. Donc déjà, ça, c'est un très gros point positif pour moi. Parce que voilà, c'est votre bébé, vous l'avez porté pendant 9 mois, il a été dans votre corps pendant 9 mois, donc déjà là, il y a un véritable lien qui se crée entre vous deux. C'est vrai qu'au moment de la sortie, ça casse un peu ce lien-là qui est hyper fort entre vous, mais le fait d'allaiter, ça vous rapproche de nouveau, et même si il ne fait plus partie de vous, le fait de l'allaiter, c'est ce qui permet de retrouver ce lien-là qu'il avait au moment où il était dans votre ventre. Et moi, je trouve que c'est tellement beau, mais c'est vraiment tellement beau d'allaiter, même si c'est dur, mais franchement, moi, je le regrette à aucun moment. Deuxièmement, j'ai noté la facilité, notamment durant les nuits. Bah oui, forcément, quand on allaite, vous avez plus de facilité à donner le sein. Ça vous évite de devoir sortir de votre lit, aller chauffer le biberon, mettre la poudre, patati patata, faut se déplacer jusque la cuisine. J'ai bébé qui pleure, il est dans les bras de papa, voilà ce que je disais. Bébé qui pleure dans les bras de papa. J'espère que ça va pas être gênant pour la vidéo, pour le son. Donc je disais, ça vous évite d'avoir à aller à la cuisine pour préparer le biberon parce que vous avez déjà le lait qui est à disposition, à température et vous avez juste à
à donner le sein et basta quoi. C'est hyper easy, c'est la facilité et moi je trouve que la nuit c'est pas négligeable du tout. Alors c'est vrai que comparé au biberon, ça met un peu plus de temps la tétée parce que le biberon c'est hyper rapide étant donné que le débit il est beaucoup plus fluide que celui du sein. Mais moi je trouve que c'est quand même bien de ne pas avoir à se déplacer. Vous pouvez même donner le biberon, vous pouvez même donner le sein allongé dans votre lit. Vous n'êtes même pas obligé de vous lever. Donc ça c'est vraiment une facilité. Ensuite j'ai noté également que le lait maternel forcément c'est le meilleur lait pour bébé. Ça permet de développer le système immunitaire et ça permet aussi de créer tout ce qui est anticorps. Voilà, franchement, je pense que ça, tout le monde le sait. Le lait maternel, il n'y a rien de mieux. Et même avec les laits industriels, ça ne compense pas tous les bienfaits du lait maternel. Donc ça, déjà, au niveau santé, au niveau apport nutritionnel, etc., le lait maternel, forcément, il n'y a rien de mieux. Ensuite, j'ai noté que ça protégeait, alors ça, je l'ai aussi découvert récemment, ça protégeait contre le cancer du sein chez les femmes. Allaiter vous protège du cancer du sein. Donc ça aussi, c'est un plus à savoir. Tout le monde ne le sait pas. C'est un plus à savoir. Si ça permet d'éviter des maladies, etc., pourquoi pas. Après, un aspect qui n'est pas des moindres et qu'on ne néglige pas parce que surtout là, avec l'inflation, etc., faut dire ce qui est, on crache pas dans la soupe. Moi, en tout cas, personnellement, ça a été également un des aspects qui m'a fait choisir l'allaitement. C'est l'aspect financier parce que l'allaitement, c'est totalement gratuit. Ça ne vous coûte rien du tout puisque vous produisez votre lait vous-même. Donc, 0 € de sortie de votre poche pour allaiter bébé. Voilà, ça ne vous coûte rien. Alors déjà, vous avez les couches à acheter, vous avez pas mal de choses à acheter pour bébé. Si ça peut vous aider sur l'aspect financier de ne pas avoir en plus de ça à devoir débourser des euros pour acheter du lait, franchement faut pas se mentir, c'est pas du tout négligeable. Donc ça aussi un gros point positif, l'aspect financier. Et le dernier point, mais qui n'est pas des moindres non plus, l'aspect perte de poids. Moi j'ai perdu 10 kilos depuis mon accouchement à maintenant. Et ça fait 1 mois et demi que j'ai accouché et j'ai déjà perdu plus de 10 kilos. Donc ça aussi, il faut savoir que quand on allaite, eh bien, on perd beaucoup de poids parce que du coup, bébé puise dans les réserves et du coup, ça vous permet de perdre du poids rapidement. Après, encore une fois, et je le répète, chaque femme est différente. Vous en avez qui prennent du poids pendant l'allaitement parce qu'elles mangent beaucoup plus. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais vous avez également des personnes qui perdent du poids. Donc voilà, moi je fais partie de la catégorie des personnes qui perdent du poids au moment où j'allaite. Donc ça aussi pour les personnes qui prennent beaucoup de poids pendant la grossesse, sachez que allaiter vous permet de perdre également du poids. Maintenant je vais passer sur les points négatifs de l'allaitement. Il y en a quand même également pas mal. Donc, j'ai noté dans un premier temps, faut savoir que vous avez un bébé qui est tout le temps collé à vous. Donc, voilà, vous allez avoir bébé tout le temps avec vous. Alors, certes, comme je vous ai dit, il y a le tire-lait. Vous avez la possibilité de tirer votre lait pour pouvoir avoir des temps pour vous sans bébé. Mais il faut savoir que bébé, il est très demandeur et vous allez l'avoir beaucoup avec vous. Donc ça peut être pris comme un aspect positif pour certaines personnes et ça peut être un aspect négatif pour d'autres. Moi, je l'ai mis dans l'aspect négatif parce que personnellement, je trouve que on a aussi besoin d'avoir ces moments à soi en tant que femme, en tant que maman et de pouvoir se retrouver aussi à certains moments seul. Mais voilà, ça c'est quelque chose aussi à savoir. J'ai également noté forcément les douleurs parce que l'allaitement, c'est pas de tout repos, ça fait mal. Vous avez des douleurs, que ce soit avant, pendant ou après. Donc voilà, la montée de lait, etc. Ça, je vous en ai parlé. Donc ça aussi, c'est un point à vraiment prendre en compte. Si jamais vous souhaitez allaiter, sachez que ce n'est pas une partie de plaisir. Ça fait vraiment mal, mais ça fait mal sur un laps de temps qui est court. Il faut juste être patient sur ce laps de temps-là. Et une fois que ça passe, ça se fait vraiment facilement et tout seul. Il faut aussi noter que vous avez une fatigue qui est forcément plus intense. Forcément, allaiter, ça demande de l'énergie.
ça puise dans votre énergie, donc forcément, bah, vous allez être beaucoup plus fatigué. Ça aussi, c'est un aspect négatif de l'allaitement. Ensuite, j'ai noté que la durée également de l'allaitement qui est beaucoup plus longue forcément que si vous donniez un biberon. Comme je vous ai dit, ça dure entre 10 et 20 minutes, normalement, si tout va bien. Donc le biberon, vous pouvez avoir un biberon, surtout en début, quand le bébé il est vraiment encore tout petit, vous lui donnez du 60 ml, le biberon en 5 minutes, il est pris. Tandis que si vous donnez le sein, bah, vous en avez pour un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça aussi, c'est l'aspect où vous avez la durée qui est un petit peu plus longue. Et enfin, j'ai noté, et j'ai mis ça entre parenthèses avec un grand MDR, sachez que quand vous allaitez, vous avez tout le temps, mais tout le temps, vos vêtements qui sont sales. Désolée, il n'y avait plus de batterie, du coup j'ai mis à charger et je reprends. Du coup, mais on était de toute façon sur la fin de la vidéo. Et je vous disais que du coup, vous aviez les vêtements qui étaient tout le temps tachés. Bah, avec le lait, au moment où bébé prend la tétée, bah, il y a du lait qui coule parfois, etc. Donc vous êtes tout le temps avec des vêtements pleins de taches de lait. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. C'est pas un truc hyper gênant en vrai, mais j'en parle quand même, parce que moi, il y a des fois où ça m'embête vraiment, parce que bah, tu prends ta douche, t'es toute propre, t'as des vêtements tout propres, et dans l'heure qui suit, bah, tu es obligé de te changer parce que bah, tu as plein de taches de lait sur les vêtements. Donc ça, c'est aussi à savoir. Je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Et la dernière petite chose, et j'y ai pensé juste là à l'instant, c'est bah, du coup qu'il faut se rendre disponible à chaque fois que bébé a envie de téter. Donc ça aussi, c'est quelque chose à se mettre en tête. C'est qu'il y a parfois des moments où vous êtes en train de faire quelque chose, et ben vous êtes obligé de tout stopper pour aller donner la tétée. Ça, c'est vraiment aussi un inconvénient, parce qu'il y a des fois où vous êtes en train de, je sais pas moi, cuisiner par exemple, et ben vous êtes obligé de tout arrêter pour aller donner la tétée, parce que vous pouvez pas donner le biberon. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des techniques pour donner le biberon sans forcément être avec bébé, en le calant avec un coussin, un machin, mais là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'être là physiquement, et vous pouvez pas donner le sein et faire autre chose en même temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose à tenir compte, c'est qu'il faut se rendre disponible à chaque fois que bébé a envie de téter. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je pense avoir abordé pas mal de points avec vous aujourd'hui sur l'allaitement. Si jamais vous avez des questions concernant l'allaitement, ou vous avez peut-être des points que je n'ai pas abordés, que j'ai peut-être oublié, bah, je vous invite à m'envoyer un petit commentaire et je vous répondrai du coup en privé. Et bah voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne pense n'avoir rien oublié, je vérifie, mais je pense que je n'ai rien oublié. Donc voilà, je vais pouvoir clôturer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura surtout permis de vous repérer un petit peu et de savoir où est-ce que vous mettez les pieds si jamais vous comptez allaiter bébé. Si jamais vous souhaitez passer à l'allaitement, si jamais vous hésitiez entre allaiter, donner le biberon ou allaiter en mixte. Mixte, du coup je répète, c'est alterner et allaitement au sein et biberon, donc faire les deux. Ça peut être aussi une alternative si jamais vous ne voulez pas être sur un allaitement exclusif. Mais bon, moi, personnellement, vous connaissez mon point de vue. Moi, j'ai allaité tous mes bébés. J'ai allaité au minimum 6 mois. Et au maximum, pour l'instant, j'ai été jusque 9 mois. Là, avec Adem, j'espère sincèrement pouvoir faire un petit peu plus. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais j'espère pouvoir faire un petit peu plus. Et je fais un allaitement exclusif. Ça, moi là-dessus, ça a été vraiment un point d'honneur. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, de faire un allaitement exclusif avec mes bébés. Et bah voilà, pour l'instant, alhamdoulilah, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, comme je vous ai dit, toujours un petit like. Ça fait plaisir, ça donne de la force, ça vous coûte rien. Et moi, ça me permet de évoluer sur YouTube. Un petit commentaire, comme je vous ai dit, si jamais vous avez d'autres questions ou suggestions, ou si tout simplement vous avez envie de faire un petit commentaire sur la vidéo. Et surtout, comme je vous le demande à chaque fois, abonnez-vous, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend 10 secondes en cliquant sur le bouton de s'abonner. N'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.